Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le ministre malien des Affaires étrangères en visite à Abidjan a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Il était porteur d'un message du président de la transition du Mali, Assimi Goïta. Le renforcement de la coopération entre les deux pays a été évoqué. Le gouvernement dit non à toute forme de corruption. Les ministres chargés de la bonne gouvernance, de la fonction publique et de la santé se prononcent sur ce phénomène ennemi du développement. La journée internationale contre la corruption est le prétexte pour sensibiliser les populations. Le premier stimulateur de vol à usage militaire a été inauguré à l'état-major de l'armée de l'air. Il va servir à affiner l'entraînement des pilotes ivoiriens et permettre aux élèves pilotes d'effectuer une partie de leur formation. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain à détenir ce type de stimulateur dans un cadre militaire. Le dossier VDC de ce 20 jette une lucarne sur l'université Pelefero Gon Coulibaly de Korogo. Dans ce lieu de diffusion du savoir, tous sont engagés dans un contrat social. Le civisme est promu pour marquer un nouveau départ, mais quelles sont les retombées? Quel est l'enjeu? Élément de réponse tout à l'heure. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par ce télégramme officiel du président de la République, Alassane Ouattara, adressé à son Excellence M. Faure Gnassingbé Eyadema, président de la République togolaise. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec consternation la triste nouvelle de l'explosion accidentelle d'un convoi logistique de la force MINUSMA survenu le 8 décembre 2021 dans la zone de Bandiagara, dans la région de Mopti au centre du Mali et qui a causé la mort de 7 casques bleus togolais et 3 autres blessés selon un bilan provisoire. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au peuple et au gouvernement togolais, de même qu'aux familles éplorées, mes condoléances les plus attristées et mes sentiments de profonde compassion. Je prie également votre Excellence de bien vouloir transmettre aux blessés mes vœux de prompt rétablissement, très haute et fraternelle considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je l'annonçais dans les titres, le ministre malien des Affaires étrangères en visite à Abidjan a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Il était porteur d'un message du président de la transition du Mali, Assimi Goïta. Le renforcement de la coopération entre les deux pays a été évoqué. Sachez que cette visite intervient à 48 heures du sommet de la CEDEAO qui va se tenir au Nigeria. On en sait plus avec Jérôme Kofi Abolé. Les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire toujours au beau fixe. C'est du moins ce qu'a indiqué le ministre malien des Affaires étrangères, reçu ce vendredi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Porteur d'un message du président de la transition du Mali au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le ministre malien a en outre précisé que sa rencontre avec le chef de l'État ivoirien va dans le sens du renforcement de la coopération entre les deux pays. Je suis à Abidjan, porteur de message du président de la transition malienne, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État. Message adressé à son Excellence Alassane Ouattara, qui est président de la République de Côte d'Ivoire, qui est notre aîné à tous, pour pouvoir lui présenter l'évolution de la situation au Mali, qu'il connaît déjà dans tous les détails, mais pour pouvoir lui apporter des éléments d'appréciation par rapport aux défis auxquels le gouvernement de transition au Mali est confronté, mais aussi faire état d'un certain nombre d'efforts qui sont en cours actuellement et voir ensemble les perspectives. Dans l'ensemble, on peut retenir que ça ne peut aller que dans le sens du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, des relations de fraternité, des relations d'interdépendance, mais aussi de solidarité dans la difficulté. Pour le ministre malien des Affaires étrangères, le Mali et la Côte d'Ivoire étant deux pays de la CEDEAO, il est tout à fait important que le président ivoirien
Alassane Ouattara, l'un des chefs d'État les plus écoutés, soit toujours imprégné de l'évolution de la situation au Mali. Et la Côte d'Ivoire ainsi que le groupe ENI ont signé 2 protocoles d'accord après la découverte du champ pétrolier au large de Jacquesville il y a environ 2 mois. La cérémonie de signature s'est déroulée ce vendredi au palais présidentiel. C'était en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Ces protocoles d'accord portent respectivement sur la formation et l'agriculture. Jérôme Kofi Abolin. Dans 2 ou 3 ans, la Côte d'Ivoire va compter parmi les pays grands producteurs de l'or noir grâce au champ pétrolier Baleine au large de Jacquesville. 2 protocoles d'accord pour marquer la phase d'exploitation de ce champ ont été signés ce vendredi au palais présidentiel, seulement 2 mois après sa découverte. Il s'agit en fait d'un contrat de partage de production. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et le président directeur général du groupe ENI ont salué à sa juste valeur l'événement. On est venu ici à annoncer la découverte au président et en 2 mois, ça c'est extraordinaire. On a déjà partagé et le gouvernement a déjà approuvé le plan de développement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Normalement, il faut 1 an, 2 ans pour arriver à approuver, surtout pour un champ si important, plus de 2 milliards de ressources en place. La stratégie contractuelle déjà approuvée. Et nous, on a établi tout le parcours et on s'est engagé en 16 mois, depuis la découverte, à mettre en production la première phase du projet. Dans les années à venir, la croissance économique sera encore plus forte. La pauvreté sera encore en plus forte réduction. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est que le groupe ENI s'occupe également de l'aspect décarbonisation de la production et également de la formation de nos jeunes, en plus de la création d'emplois pour nos jeunes. Donc, Monsieur le Président, c'est vous dire quelle est ma joie, elle est grande. Je voudrais vous féliciter et dire que nous connaissons le sérieux du groupe ENI, qui est reconnu par tous, et je sais que ce sera une collaboration fructueuse. Je vous réitère toutes mes félicitations et toute notre reconnaissance, et on attend d'avoir les effets positifs de cette grande découverte. Comme signataire du premier protocole pour la partie ivoirienne, Thomas Camara, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Et pour la partie ENI, le directeur général d'ENI Côte d'Ivoire, Sergio Laura. Ce protocole d'accord porte sur l'identification des opportunités de coopération dans les domaines de la formation, l'agriculture et la lutte contre la déforestation. Le deuxième protocole d'accord, lui, est spécifique à la coopération avec l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB. Le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara, et le DG ENI Côte d'Ivoire, Sergio Laura, ainsi que le chef d'ENI Upstream, M. Briscoe, en sont les signataires. Trafic illicite de poches de sang, facturation de certains services gratuits. Le gouvernement dit non à toute forme de corruption. Les ministres chargés de la bonne gouvernance, de la fonction publique et de la santé, vous allez le voir, se sont prononcés sur ces méfaits de la société ennemie du développement. Les journées internationales de la lutte contre la corruption est le prétexte pour sensibiliser les populations. Angela Diallo, Moussa Konaté. Le phénomène de la corruption continue de prendre de l'ampleur dans le secteur de la santé, avec la facturation des soins réputés gratuits dans les établissements sanitaires publics, le détournement de patients des voies normales vers des cliniques privées, le trafic illicite de poches de sang et les conflits d'intérêts et abus de fonction. Avec la pandémie de Covid-19, le système de santé est exposé à des risques de corruption supplémentaires. Dans ce contexte, il apparaît plus que jamais important d'intensifier les efforts de lutte contre la corruption, de renforcer en particulier l'intégrité des agents de santé. La corruption est un phénomène à bannir des services de santé, selon le ministère de tutelle. L'inspection générale de notre ministère va se saisir de ce dossier et poursuivre pour que des mesures vigoureuses soient prises pour arrêter ce cancer qui ronge le système de santé de notre pays. Je voudrais donc vous dire que cette situation ne restera pas impunie et que
Dès que nous aurons la fin des investigations complémentaires, on reviendra pour annoncer donc les conclusions de ces investigations. De ce fait, le ministère de la fonction publique appelle l'ensemble des agents de l'État à adopter les bonnes pratiques. La fonction publique jouera son rôle à leur côté pour aider à la sensibilisation et à changer d'approche. Chacun, en ce qui le concerne, jouera son rôle pour que très rapidement, ces vieilles pratiques soient inscrites dans nos archives. La corruption est un handicap au développement économique. Pour y remédier, le ministère en charge de la lutte contre la corruption continue de mener des opérations de démantèlement dénommées opérations coup de poing dans les services publics. Et justement, de la parole, on passe à l'acte pour mieux lutter contre la corruption. Une stratégie nationale sera bientôt mise en place en Côte d'Ivoire. Et l'objectif est de lutter ensemble contre la corruption avec la participation de plusieurs structures, tant au niveau des marchés publics et de tous les secteurs de développement. Explication détaillée avec Alvarassa. La lutte contre la corruption est un combat qui se poursuit de plus belle en Côte d'Ivoire, avec le gouvernement, les structures de régulation et bien d'autres acteurs de développement. Avec la Journée internationale de lutte contre la corruption, ensemble, ils entendent œuvrer pour mener à bien leur mission. En termes de marché public, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a beaucoup de dispositions qui sont prises. Et avec la digitalisation totale des procédures de passation et d'exécution des marchés pour 2022, je pense que nous aurons fait un pas en avant dans la lutte contre la corruption. La corruption se fait toujours entre deux personnes, au moins. Il faut agir sur les capacités de ces personnes, faire connaître la réglementation, faire connaître les risques aussi que les gens prennent en posant un certain nombre d'actes, et nous renforçons les capacités de ces acteurs-là afin que les gens évitent les raccourcis et surtout qu'ils abandonnent un certain nombre de clichés selon lesquels il faut payer de l'argent pour obtenir un marché. Toutes ces structures veulent donc agir ensemble pour dire non à la corruption et autres infractions assimilées, mais oui au développement de la Côte d'Ivoire par la bonne gouvernance, comme le souhaite le président de la République, Alassane Ouattara, selon les responsables de ces structures. Il n'y a pas que le gouvernement qui est concerné par la lutte contre la corruption. Il n'y a pas que vous qui êtes engagé contre la lutte contre la corruption, mais tout le monde. Tous les Ivoiriens doivent se sentir concernés par la lutte contre la corruption pour que nous y arrivons. Par ailleurs, ces structures voudraient bien les mois à venir mettre en place une stratégie nationale pour éviter les facteurs de risque de corruption tant dans les marchés publics que dans les autres secteurs d'activité. Voilà, oui à la bonne gouvernance, oui également à la promotion des droits de l'homme. Nous sommes le 10 décembre aujourd'hui et c'est la journée internationale des droits de l'homme. Elle est célébrée dans plusieurs pays en souvenir du jour où, en 1948, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le 10 décembre, donc, ONG, membres de la société civile, décideurs, font le point de la situation des droits de l'homme. Ce vendredi, dans notre pays et précisément dans la commune de Port-Bouët, le CNDH et ses partenaires sensibilisent au respect et à la promotion des droits de l'homme. Eric Goré, témoignage. La commune de Port-Bouët, devenue capitale des droits de l'homme ce 10 décembre 2021 pour la circonstance. Membres de la société civile, organisations non gouvernementales des droits de l'homme, organismes internationaux, diplomates sont présents. Ils se sont donné rendez-vous ici, à Port-Bouët, pour promouvoir les droits de l'homme en général. Le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à travailler, le droit de bénéficier d'une bonne éducation, entre autres. C'est la 73e commémoration internationale et la Côte d'Ivoire ne peut rester en marge de cet événement. C'est pourquoi Nabizata Sangaré, présidente du CNDH, rappelle l'importance de cet événement. C'est le premier test des droits de l'homme qui a été pris sur les décombres de la guerre mondiale pour mettre tout le monde d'accord sur les grands principes en matière de sécurité, en matière de coopération, en matière de collaboration. Et donc pour nous, défenseurs des droits de l'homme, acteurs des droits de l'homme, il est toujours bon de mobiliser l'opinion ce jour-là autour de la problématique des droits de l'homme. C'est le 10 décembre 1948 que les 58 États membres de l'ONU, qui constituaient alors l'Assemblée générale, ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Le premier simulateur de vol à usage militaire a été inauguré ce vendredi matin. C'était à l'état-major de l'armée de l'air. Ce simulateur va servir à affiner l'entraînement des pilotes ivoiriens et permettre aux élèves pilotes d'effectuer une partie de leur formation. La Côte d'Ivoire devient ici le premier pays africain à détenir ce type de simulateur dans un cadre militaire. Abou Sanogo. C'est le premier simulateur de vol ALX-63 de l'Académie des métiers de l'armée de l'air. Intégré dans un bâtiment dédié, modulable et démontable, cet équipement innovant est composé de plusieurs modèles de vol, tous opérés par l'armée de l'air de Côte d'Ivoire. Il permettra aux pilotes ivoiriens de maintenir leurs compétences et aux élèves pilotes d'effectuer une partie de leur formation en Côte d'Ivoire. La réception de ce tout nouveau simulateur de vol par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, vient renforcer les capacités de l'armée de l'air. L'acquisition de simulateurs modernes qui cadrent parfaitement avec la dynamique de montée en puissance de l'armée de l'air permettra de renforcer la coopération avec les entreprises et administrations de la plateforme aéroportuaire. L'armée de l'air deviendra ainsi un centre névralgique de cette plateforme aéroportuaire en termes de formation au pilotage. Le simulateur de vol ALX-63 est entièrement équipé, entretenu et développé par un partenaire technique français représenté en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour nous d'être un pôle d'expertise dans l'acquisition, l'intégration et la maintenance des équipements sensibles et stratégiques. Le chef d'état-major général des armées Lassina Doumbia a exprimé sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour l'acquisition de ces simulateurs de vol. Disposer d'un outil majeur de formation et d'entraînement dans une spécialité aussi précieuse que le pilotage d'aéronefs a constitué une ambition légitime pour les forces armées de Côte d'Ivoire. L'objectif est d'acquérir l'autonomie dans la formation et l'entraînement de ces personnels, parce que la performance se nourrit de connaissances et de capacités, parce qu'également la capacité opérationnelle est un tout indivisible qui comporte le recrutement, la formation et les équipements. Je voudrais à ce stade exprimer toute ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour sa vision prospective, laquelle place l'armée au rang d'acteur majeur dans la riposte face aux menaces sécuritaires multiformes, au nombre desquelles le terrorisme. Le simulateur de vol ALX-63 est paramétré pour recréer les conditions de vol de plusieurs classes d'avions. La Côte d'Ivoire devient ainsi le seul pays africain à détenir ce type de simulateur dans un cadre militaire, hormis le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui eux en possèdent dans le cadre de l'aviation civile. Et on redescend ensuite. Notez que le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, a procédé aujourd'hui à l'ouverture officielle à la circulation du tronçon Cité-Cyr CHU d'Angré. Et c'est situé dans la commune de Cocody. Les travaux d'ouverture de voies et de bitumage de ce tronçon, long de plus de 4 km, se sont achevés le 2 décembre dernier et ont coûté 16 milliards de francs CFA. Le reportage de Jean-Luc Bambo. Cocody-Angré, secteur Yorogobité. Cette coupure de ruban vient marquer l'ouverture officielle à la circulation de cette voie, reliant le CHU d'Angré au carrefour Abata sur le boulevard Mitran. Une ouverture que les automobilistes du secteur appelaient de tous leurs vœux. Et pour cause. Avant même, ici même parler au nouveau goudron, la voie c'était pas bon avant. Ça nous fatiguait, ça gardait nos voitures. Les clients même refusaient même. Nous, souvent, même quand on a des clients, on te fait de bonnes propositions, mais à cause de la voie, là, c'est vraiment difficile. Arrivé au carrefour ici, bon, souvent, tu as envie d'aller là-bas, tu es obligé d'aller contredire derrière là-bas. Vraiment, quand je dis, vraiment, on est content. Un ouf de soulagement pour les automobilistes, mais également pour les opérateurs économiques de la zone. Nous sommes des opérateurs économiques. En plus de cela aussi, ça va faciliter le transport de nos marchandises dans les différentes communes d'Abidjan. 4,6 km de tronçons qui faciliteront le déplacement de la population, notamment en cette période de forte affluence sur nos routes. Lorsque vous êtes au CHU d'Angré et que vous voulez aller sur le boulevard Mitterrand pour arriver au carrefour Abata, vous êtes obligé d'aller faire un très grand détour. C'est pour ça qu'on a fait cette voie donc, qui va permettre de partir du CHU d'Angré pour aller directement arriver au carrefour d'Abata.
Ça y est, aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes de congestion de trafic à l'intérieur de la ville d'Abidjan. Et le président nous a demandé de faciliter la circulation à l'intérieur de la ville. Donc ce projet est extrêmement important. La construction de ce tronçon de 2 fois 2 voies s'est faite en 20 mois. Il a coûté 16 milliards de francs CFA. Et nous partons pour l'intérieur du pays. Notez que le voyage sera aussi aisé puisque les travaux de voirie là-bas sont aussi en cours. Justement, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, accompagné de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, était hier jeudi sur la route de l'Est pour constater l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du tronçon Agny-Bilokro-Bondoukou. Amédée Kofi Kwaku a également visité les travaux de construction du 2e pont sur le fleuve de la Comoé dans le village d'Ané Kwadiokro, dans la sous-préfecture d'Aniasue. Et à l'issue de cette visite, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. On en arrive à notre dossier Vie d'ici de ce 20h qui porte ce soir sur l'université Pelefero-Gon Coulibaly de Koroko. Dans ce lieu de diffusion du savoir, autorités universitaires, étudiants, responsables du CROU, Centre régional des œuvres universitaires, sont tous engagés dans un contrat social. Le civisme est promu pour marquer un nouveau départ en vue d'obtenir d'excellents résultats. Civisme et responsabilité, des notions enseignées aux étudiants, mais qu'en est-il au juste de la pratique? Quel est l'enjeu? Élément de réponse dans le dossier Vie d'ici signé ce soir. Eugène Atobé. Il est 13h à Korogo, à la sortie de la ville, l'université Pelefero-Gon Coulibaly. Au sortir du déjeuner servi au restaurant universitaire, les étudiants convergent vers le tableau d'affichage à l'entrée de la cité universitaire. Une agglutination qui traduit la fin d'une longue attente. Pour les uns, le bonheur de bénéficier pour la première fois d'une chambre et pour les autres, la joie d'avoir réussi sa réadmission en résidence universitaire. J'ai été réadmise en cité universitaire, donc je pourrais maintenant aller à l'école en toute sécurité et arriver à l'heure à l'école. Il y avait quelques petits réglages à faire au sein de la cité. Des petits réaménagements, des réhabilitations à refaire. L'essentiel a été fait pour que les étudiants rentrent dans de très bonnes conditions. Pendant près d'1 mois et demi, les chambres à la cité universitaire de Korogo ont été vidées de leurs occupants pour travaux. C'était pendant la période de septembre 2021, à la faveur des vacances universitaires jusqu'à la date du 20 novembre 2021. Une date mémorable en ce qu'elle marque la réouverture officielle de la résidence universitaire et le retour des étudiants dans leurs chambres respectives. Pour bien faire les choses et jouer la carte de la transparence, la direction du CROU de Korogo, le Centre régional des œuvres universitaires et la présidence de l'université Pelefero-Gon Coulibaly se sont accordés pour que la liste des étudiants admis en cité universitaire soit rendue publique le jour même de son ouverture officielle. Les étudiants confessent que c'était dur, très dur, la vie hors cité universitaire. La rentrée solennelle était le cadre pour exhorter les étudiants à proscrire la violence et les engager au civisme et à leur responsabilité. On va tout simplement respecter le règlement intérieur de la cité. On pense qu'avec ça, tout va bien se passer. Et le règlement intérieur nous demande de ne pas utiliser les appareils électroménagers. Voilà, les appareils qui consomment un peu trop le courant. Et puis de ne pas aussi laisser l'eau couler à flot. Il y a des étudiants qui sont quittés depuis Abidjan, Abosso, Yamoussoukro. Et lorsqu'ils viennent ici, nous formons une famille. Donc ce n'est pas la peine de descendre, de déchirer entre nous. Donc nous, en tant que responsables des structures, nous avons bien voulu contacter ces étudiants-là pour vivre dans l'harmonie, dans la paix et dans la gaieté. Les étudiants, dont une première vague a commencé à intégrer la cité, sont fortement attendus pour ce qui est de leur comportement en cité et leur rapport avec les syndicats en présence. Si on les plaint d'être inféodés à des clans, on leur reproche surtout d'être les auteurs de la dégradation des équipements de les différentes résidences, les chambres et les toilettes notamment. Et cela justifie en partie la décision du CROU de vider les chambres pour travaux. Et par connaissance, le restaurant universitaire est resté ouvert pour le temps qu'ont duré les travaux. Sur décision du directeur du CROU de Korogo. On met la faute sur tout le monde. Or, ce n'est pas tout le monde qui est fautif. Il y a un groupe d'étudiants qui ne sont pas assez responsables. Voilà, je ne veux pas dire le nom,
mais qui ont plus ou moins fait des dégâts ici en cité. Donc ils ont remis la faute sur tout le monde, sachant que ce n'est pas tout le monde qui était fauteur de troubles. Nous sommes très heureux de revenir dans notre chambre. L'année passée, même nous étions obligés de faire partie au moins une cinquantaine de la cité. Nous avons été félicités par le grand nombre d'étudiants. Ces éléments que nous avons fait sortir sont des éléments qui n'ont même pas validé leur année. À l'université Pelefrogon Coulibaly de Korogo, environ 3000 places sont servies par jour, midi et soir, au restaurant universitaire et les responsables. Sur instruction du directeur général du CRO, mettre un point d'honneur que cette rentrée solennelle du CRO a proposé un menu varié, de plats de qualité et en quantité suffisante pour satisfaire l'appétit des étudiants. Face à une population universitaire de plus de 11 000 étudiants, le CRO envisage d'augmenter de moitié l'offre alimentaire face à une demande de plus en plus forte. Idem pour l'hébergement, la capacité d'accueil est à ce jour de 1195 lits pour 95 chambres réparties dans 6 bâtiments. À chaque session de rentrée, c'est toujours un casse-tête pour la commission d'hébergement. Nous avons 1140 lits, mais actuellement nous avons près de 2000 demandes. Mais, écoutez, on va faire tout pour les loger. Maintenant, ceux qui n'ont pas pu avoir un logement, nous avons peut-être des petits locaux en ville qui vont être occupés de façon privée. Voilà, pour que tout le monde soit logé. Ce qui nous importe, c'est surtout la sécurité des étudiants. Avec le nom Pelefrogon Coulibaly qui incarne la sagesse, il faut que quand vous arrivez ici, il faut que vous soyez sages, travailleurs. La fermeture de la cité universitaire de Korogo puis sa réouverture participe de la stratégie managériale du directeur général du Centre régional des œuvres universitaires de Korogo. L'action s'inscrit dans une démarche de positionnement de l'université Pelefrogon Coulibaly comme centre d'excellence sous-régional d'ici à 2025. Les étudiants, par les valeurs qu'ils sont appelés à incarner, autant que l'offre académique, sont des inducteurs de ce positionnement. Et c'est cet engagement que veut prendre le CRO de Korogo. Voilà, le civisme, une valeur promue à l'université Pelefrogon Coulibaly de Korogo. Un exemple à suivre partout. C'était le dossier vide ici de ce 20 signé Eugène Atoubé. Au plan agricole, le directeur général du Conseil Café Cacao veut connaître les préoccupations des producteurs. Mais les questions environnementales, sociales et la traçabilité menacent le cacao ivoirien sur le marché international. Il faut donc sensibiliser les producteurs et éviter ainsi de pénaliser le cacao ivoirien. Une campagne de sensibilisation dans les 13 régions productrices est envisagée. Noël Nyagno nous en dit plus. À Dzopé, capitale de la région de la Mé, le directeur général du Conseil Café Cacao est présent dans les locaux de la préfecture. Objectif, lancer la campagne de sensibilisation des producteurs sur les questions de la déforestation, du travail des enfants et de la traçabilité du cacao ivoirien. Mais aussi et surtout connaître leurs préoccupations 2 mois après l'ouverture de la campagne Café Cacao 2021-2022. S'agissant des préoccupations des producteurs, elles sont d'ordre technique et ont trouvé satisfaction au dit de ces derniers. Sur les questions de la déforestation environnementale et sociale, les producteurs et le Conseil Café Cacao sont en phase. Nous luttons contre le travail des enfants parce qu'étant en certification, il y a tous ces paramètres qui rentrent en jeu. Il faut lutter contre ces choses pour que tu puisses avoir ton certificat. Nous faisons aussi le reboisement, replantation avec la Sodofor, avec Rainforest Alliance. On a ce projet que nous avons initié. Pour le volet de la traçabilité, la carte d'identité du producteur fera foi. Lorsque vous allez payer un planteur de Côte d'Ivoire, il aura sa carte sur laquelle vous pouvez le payer. Sur cette carte, il aura un QR code. Sur le QR code, il y a l'identité du planteur, la famille du planteur qui est décrite sur le QR code et vous avez la plantation géolocalisée. Autre moment de la présence du directeur général du Conseil Café Cacao dans la région de la Mé, la visite du siège de la coopérative Kayat, une expression palpable des impacts de la réforme Café Cacao. Tous ces bâtiments qui sont là, c'est depuis la stabilisation qu'on a vraiment eu la chance de réaliser tout ce programme-là. Parce que non seulement ça nous a permis, il y a une garantie au niveau des producteurs, quand il y a une garantie au niveau des producteurs, les prix sont respectés. Et il y a un prix qui est fixé par le Conseil. Voilà qui explique l'appel du directeur général du Conseil Café Cacao à l'endroit des producteurs. Je fais un appel à l'ensemble des producteurs de notre pays, que c'est dans le regroupement
C'est dans l'association que nous allons gagner le combat de la commercialisation intérieure du cacao. La région de la Mai compte 90 coopératives pour 5 acheteurs de café cacao. Le volume de production pour la campagne 2021 est de 59 818 tonnes de cacao. Et l'appel est également lancé pour rester vigilant face au coronavirus qui se propage. Ce vendredi 10 décembre, on dénombre en Côte d'Ivoire 19 nouveaux cas de Covid-19, 17 nouvelles guérisons, 0 décès. À la date donc du 10 décembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte 61 882 cas confirmés, 60 946 personnes guéries, 706 décès au total, 224 cas actifs. Et notez que plus de 4 millions de personnes se sont faites vacciner. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres. Surtout, n'oublions pas de respecter scrupuleusement les gestes barrières. Le nouveau secrétariat exécutif du PDCI est composé de 29 personnes, dont 4 femmes, et a pour chef Maurice Kakou-Dikawe. Les membres du secrétariat exécutif du PDCI ont été officiellement installés hier jeudi 9 décembre au siège du parti à Cocody. Le reportage de Konaté Moussa. Voici le commando d'Henri Konan Bédié pour les futures batailles politiques. Une équipe de 29 personnes, dont 4 femmes nommées au secrétariat exécutif du PDCI, sous la conduite de Maurice Kakou-Dikawe. C'est avec impatience que nous attendons de recevoir notre feuille de route. La feuille de route du secrétariat exécutif réaménagé, dont les missions étaient adaptées à la nouvelle organisation technique du parti. Dans l'exécution de ces tâches, le secrétariat exécutif du PDCI pourra compter sur l'appui d'Henri Konan Bédié. Le président du PDCI rappelle le rôle important de ce département dans le fonctionnement du parti. Il met donc le secrétariat exécutif en mission. Je veux vous féliciter pour votre engagement au service de notre parti. Les responsabilités importantes que je vous confie aujourd'hui sont la preuve de la confiance que je place en vous et que le parti, les militants placent en vous. Je crois en votre capacité à apporter une contribution positive dans la conquête, la remobilisation des militants et la progression du PDCI-RDA sur le territoire national, ainsi que son rayonnement dans le monde. Le président du PDCI, Henri Konan Bédié, appelle également ses militants et l'ensemble de la classe politique au dialogue et à la réconciliation. On parle de Mola, c'est le nom de la mascotte de la CAN 2021 qui se jouera au Cameroun dans moins d'un mois seulement. Mola, qui signifie en langue locale l'ami, le frère, a été présenté au public hier à Yaoundé, ce jeudi 9 décembre, un mois jour pour jour avant le début du tournoi. La parade nationale de la mascotte Mola a été lancée. Le clip de l'hymne officiel de la compétition a été dévoilé au cours d'une cérémonie dans la capitale camerounaise. Mola, la mascotte, le numéro 1 de la CAN, annonce déjà les couleurs d'une très belle fête autour du ballon rond. Et vous l'avez compris, c'est la fin de ce 20 supervisé par Hervé Blé, réalisé par Awa Sawadogo ainsi que Awa Diomandé. Merci à toute la régie là-haut, à Perpétuquement, et merci à vous surtout de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt, demain 20h. Vous avez rendez-vous avec Kolo Klubali. Très belle soirée, prenez soin de vous.